Avertissement. L'histoire que vous vous apprêtez à écouter contient de la violence, physique et verbale, parfois même entre des animaux et des humains, ainsi qu'une scène à caractère érotique entre des humains uniquement. Cette histoire a été produite dans un but de divertissement, mais les ayants droit comprennent qu'elle puisse choquer la sensibilité des auditeurs et invitent donc à la discrétion. Ils comprennent également qu'un tel message puisse donner encore plus envie d'écouter cette histoire, disons-le, absolument fictive, et ne le place au début de cette œuvre qu'afin de se protéger légalement d'éventuelles poursuites ou déplatformages, si un tel mot existe dans la langue de Jérém Star. Cet avertissement n'a pas pour but de vous encourager à écouter cette histoire qui n'a pas besoin d'encouragement, vu comme elle est bien, mais de vous rappeler qu'elle est fictive et parfois, il faut le dire, un peu violente et épicée, et qu'il vaut mieux fermer tout de suite cette vidéo si vous n'êtes pas à l'aise avec cela. À celles et ceux qui sont restés, nous souhaitons une bonne écoute. Le chemin qui mène au plaisir est pavé de contraintes, nous sommes faits pour y chercher des raccourcis. Il arrive cependant que nous consentions à l'effort, avec amertume, lorsque nous n'avons plus le choix. Pour eux, qui ont rampé dans le désert pendant près de 48 heures, il y a bien longtemps qu'il ne s'agit plus de plaisir, mais de survie. Eux qui, dans leur vie passée, faisaient tout leur possible pour éviter les contraintes, ont depuis la veille accepté la sueur, la déshydratation, les hallucinations qui s'ensuivent. Ils ont serré les dents, de même qu'à cette heure avancée de la nuit, leurs doigts sont crispés sur les manches de leurs armes. Il est 2h07 du matin lorsque Jean-Édouard rampe péniblement jusqu'au bord de la dune, tirant des coudes et poussant des pieds dans le sable encore tiède. C'est lui qui a monté l'opération. Lui aussi qui va la faire échouer. Il a beaucoup à gagner dans cet échec. Les autres en contrebas n'ont aucune idée de ce qui va leur arriver. Ils attendent simplement l'ordre que Jean-Édouard doit leur donner. Il n'a qu'un mot à dire, une seule syllabe à prononcer et ils déferleront vers l'objectif. Go! Mais en agissant trop vite, il leur offrirait matière à le soupçonner. La défaite doit ressembler à un accident. Alors il fait semblant d'étudier, encore un peu, la situation. Dans le désert saoudien, les températures descendent jusqu'à 5 degrés Celsius la nuit. Le corps humain est comparable à un fruit, conçu pour croître et se maintenir dans un environnement stable. Un passage brutal du froid au chaud le fait pourrir en accéléré. Dans leur cas, c'est l'inverse qui se produit. Ils grelottent sous leur bâche magnétique de couleur sable. Les genoux craquent, les poitrines tremblent, les corps sont devenus cassants. Mais quand l'ordre tombera, qu'ils seront enfin dans l'action, ils n'auront plus froid, réchauffés par la joie de rendre les coups. Dans le viseur de la longue vue que Jean-Édouard balaye sur l'unité d'habitation As-Sarir, la situation semble normale. De la toile ondulée du sable émergent des toitures qui ont la forme de voiles de bateaux, construites en matériaux composites. Les bâtiments qu'elles surplombent sont enterrés, de véritables bunkers cubiques dont on distingue le haut des arêtes, coupantes, sorties d'un sol où le vent a déplacé de grandes quantités de sable. Ces toits sont habités, bien entendu, divisés en étages. Leur base comporte les entrées principales des bâtiments. De petits rectangles de lumière se découpent dans les voiles. Pour une partie, il s'agit de fenêtres. Les autres sont de simples voyants qui indiquent le statut du système. Les voies scintillent donc, immobiles, plantées dans un champ de dunes enflées comme les vagues d'un océan agité. Neom n'a pas été pensé pour la guerre. Si, en phase de construction, on avait redouté un siège de l'unité d'habitation As-Sarir, on se serait abstenu d'y installer les voyants lumineux. Les fenêtres auraient été sans teint. On aurait fait le maximum pour tromper l'ennemi, lui faire croire que l'endroit est désert, afin de l'attirer dans un piège. Il y a bien les systèmes de défense autonomes, similaires à ceux de la ville principale, des générateurs de micro-ondes sous les panneaux de la façade, qui font bouillir le sang des ennemis de la ville. Cela ne les tue pas systématiquement, mais les séquelles sont souvent graves. Les mitrailleuses autonomes, qui font toujours remarquablement leur travail, sont déclenchées par les mêmes caméras de détection qui activent les générateurs. Mais la force létale n'est pas autorisée contre les émeutiers, c'est leur chance. La chance, ça avait été l'axe principal du discours mobilisateur de Jean-Édouard. Pendant une demi-heure, au briefing, il n'avait fait que cela, parler des failles de Neom. « Ouais, mais ils ont plus de 200 drones qui volent au-dessus du désert », avait objecté Samia,
influenceuse marocaine qui avait été célèbre un temps sous le pseudonyme de Carolina Lina, chanteuse issue du barrio colombien. D'autres avaient acquiescé. Que faire en effet avec tous ces drones au-dessus de leur tête? Vous aurez des couvertures magnétiques, à camouflage. On a pensé à tout, tu crois quoi? La réponse avait été suffisamment technique pour faire taire Samia. Les bâches avaient assuré leur fonction durant la première partie de l'opération. Parfois, ils étaient restés allongés dessous plus de 2 heures de suite, attendant que les engins de surveillance repartent pour enfin se relever, replier leur couverture magnétique et se remettre à marcher, courir, puis ramper de nouveau. Un voyage d'insectes dans l'immensité du désert. En fin de première journée, au détour d'une vallée, ils avaient aperçu la grande ligne de la ville principale, scintillant timidement dans un soleil couleur mandarine. Neom comme une promesse, ça les avait aidés à tenir. La ville principale, une consécration, une victoire dans la nuit, même totale, ne leur garantirait pas un accès à la ville principale. Mais le rêve donne un supplément de cœur pour livrer bataille. Certains, se pensant à l'abri des caméras dans la nuit bleutée du désert, ont surgi hors de leur couverture. Jean-Édouard voit apparaître des points noirs au pied des dunes environnantes, des points noirs en mouvement. Sa montre Xiaomi indique 2h09, il se promet d'attendre encore 2 minutes. À jouer son rôle avec autant de conviction, il finirait presque par y croire, par désirer lui-même la victoire. Aux abords des toits en forme de voile, les troupes sentent que l'assaut est imminent. Le goût ignoble du gel hydratant pour chiens et chats est encore vivace sur leur langue. Ces sticks de gélatine, saveur fromage ou saumon, avaient été douloureux à avaler, mais l'eau en bouteille prenait trop de place. Il avait fallu optimiser, emporter le minimum pour ne pas mourir de soif. Les plus agressifs s'impatientent. Ils ne rêvent que de fouetter à coups de chaîne, d'impacter les articulations avec des bâtons, de voir leurs victimes convulser sous les impulsions du taser. Ils sont pressés de ligoter les otages, de les tirer sans ménagement vers les tréfonds des bunkers. Ils se fantasment face caméra, menaçant d'ouvrir les crânes à coups de marteau si les autorités refusent d'accéder à leurs requêtes. Comment tu fais pour frapper les gens, genre « En vrai, c'est trop dur, moi j'aime pas faire du mal », avait demandé naïvement l'ex-chroniqueuse en sexualité Anna L. Imagine, ils ont montré du contenu privé de toi à tes parents. La suggestion de CAD 696, ancien testeur de jet ski, avait convaincu l'Assemblée, dispensant Jean-Édouard d'avoir à organiser des ateliers d'agression physique. Si ces soldats de fortune parviennent à se retrancher dans l'unité d'habitation, comme le plan le veut, ils sauront faire les dégâts appropriés. Ils sont assez impulsifs, assez désespérés pour cela. Autrement, ils n'auraient pas été choisis pour cette mission. 2h10. Le monde autour de lui a disparu. Seulement un peu de sable sous sa main et l'écran blafard de sa montre, immobile, n'affichant pas les secondes qui continuent pourtant de s'égrener dans la réalité. Il redoute le moment fatidique quand le zéro va se transformer en 1 et qu'il devra sceller leur destin. « Qu'est-ce que tu attends ?» La voix grave, dure et profonde fait sursauter Jean-Édouard. Il laisse échapper un cri d'effroi. En contrebas, on l'a entendu. Certains n'ont pas eu les nerfs de tenir leur position plus longtemps et se sont mis à courir vers l'objectif. Un voyant passe au rouge sur l'unité d'habitation. Jean-Édouard tremble, il s'appuie sur son coude, enfonçant le cadran de sa montre dans le sable pour découvrir qui le surplombe, alors qu'il le sait déjà parfaitement. Valérie, son contact. Au-dessus de ses bottes de cuir noir, l'homme porte un pantalon de treillis aux couleurs du désert, un débardeur sombre en matière thermorégulatrice sous une veste de costume pâle qui reflète la lumière de la lune. Les cheveux coiffés en arrière sur son dur visage, aux pommettes saillantes, les sourcils perpétuellement froncés. « Dis-leur d'attaquer », continue Valérie impassible. Jean-Édouard, terrorisé, pose son pouce sur le plastique de son écouteur pendant 3 interminables secondes. La minuscule diode d'allumage émet enfin son éclat vert dans la pénombre, telle une luciole électrique. Il crie « Go !» en portant l'appareil près de sa bouche. Alors, tous ceux qui ne s'étaient pas déjà lancés se mettent à courir vers l'entrée la plus proche. De nouveaux voyants s'allument en rouge sur la façade, à toute vitesse, transformant le bâtiment en un sapin de Noël technologique. L'unité d'habitation est passée en mode défense, ses entrées se verrouillent automatiquement. Ceux qui ont devancé l'ordre ont toutefois réussi à s'engouffrer dans le premier bunker. Les autres
constatant l'absence de lumière rouge sur les façades des 2 autres voiles, repartent dans le sable de manière désordonnée. Ils étaient 21 en tout, la parité à peu de choses près, 12 hommes pour 9 femmes. Ils sont une dizaine encore dehors, à crier pour se donner du courage. Les toits des autres bâtiments se couvrent à leur tour de voyants rouges, les portes se ferment avant que les attaquants aient pu les atteindre. Les voilà prisonniers du grand bac à sable. Ils ont du courage, c'est bien, juge Valérie qui observe l'attaque à travers de courtes jumelles de vision nocturne. Jean-Édouard parvient péniblement à se lever. Son contact, qui le dépasse d'une demi-tête, laisse alors ses jumelles pendre autour de son cou pour sortir un objet de l'intérieur de sa veste. À la lumière diffuse de la lune, Jean-Édouard discerne une sorte de serre-tête. Valérie installe l'appareil sur son front, à la lisière de ses cheveux. Une lumière bleue apparaît près de sa tempe, qui semble éclairer l'intérieur de son crâne. On distingue l'arête de l'os en dessous, une masse gluante pulse traversée d'éclairs. Profite du spectacle, lance Valérie en souriant enfin. Décrochant sa paire de jumelles de son cordon, vient un petit clip en plastique pour la tendre à Jean-Édouard. Il parle un français parfait, teinté d'un fort accent de l'Est, mais tout de même parfait. Valérie descend la dune d'un pas assuré, silhouette sombre dans la pente menant à l'unité d'habitation, repérable à la lumière bleue qui semble flotter dans l'air. Jean-Édouard ne regarde pas tout de suite dans ses jumelles. Il aperçoit dans la plaine un banc de boules sombres qui déferlent vers l'unité d'habitation. Les boules ont l'air de voler au-dessus du sable, et il se demande quelle nouvelle technologie révolutionnaire a encore déployé Neom pour mettre son groupe en déroute. Une fois les optiques collées à ses orbites, après avoir intuitivement joué des molettes pour zoomer et faire le point, il découvre la réalité comme en plein jour, des autruches. Des autruches qui foncent vers le groupe d'attaque désorienté, perdu au milieu des voiles clignotantes d'As-Sarir. Marouana, qui a tenu bon lors de la traversée du désert malgré ses 20 kilos de trop, n'a même pas le temps d'armer sa massue. La patte robuste et acérée d'une autruche la frappe en plein plexus, la projetant 2 mètres en arrière. Jean-Édouard a la détestable impression que les jumelles amplifient également les sons, car il entend le bruit sourd du choc, suivi du râle étouffé de Marouana qui cherche à avaler de l'air sans y parvenir. Partout autour, c'est un carnage. Le champ de bataille est saturé. Impossible de compter les autruches, mais elles sont plus d'une dizaine, c'est certain. Tandis que Gaëtan, ex-candidat flamboyant de télé-réalité, repousse courageusement un de ces oiseaux géants, en faisant des va-et-vient avec sa chaîne lestée en acier inoxydable, une autre autruche surgit dans son dos pour l'attaquer d'un vicieux coup de bec à l'arrière du crâne. Désarçonné, alors qu'il était en train de fouetter l'air devant lui, il fait un pas forcé en avant et reçoit la pointe de sa propre chaîne dans la tempe. Il tombe aussitôt au sol et se met à convulser. Le moral des combattants humains s'affaisse rapidement et la plupart se roulent déjà en boule, harcelés de coups de patte et de bec. D'autres, cherchant à fuir les oiseaux qui se déplacent avec vitesse et agités dans le sable, hurlent et appellent à l'aide. Valérie se tient en périphérie de la zone des combats. Il semble orchestrer tout cela, ce qui paraît insensé à Jean-Édouard. Les portes de la première unité d'habitation s'ouvrent et ceux qui avaient réussi à entrer, inconscients de ce qui se joue dehors, sortent pour prêter main forte à leurs camarades. Ils n'ont besoin que de voir 2 d'entre eux se faire assommer pour comprendre la situation. Il y a, cela dit, un bref moment d'espoir côté humain. Antoine, dit Pop King, ancien youtubeur spécialisé dans les comics, manie une arme traditionnelle du kung-fu, le bâton à 3 sections. 3 tiges de bois reliées entre elles par de courtes chaînes. Il parvient à faire atterrir l'une des extrémités de son arme sur le petit crâne d'une autruche qui part de côté en titubant, battant des ailes pour tenter de retrouver son équilibre. Le coup a sifflé dans l'air, d'autres l'ont vu ou entendu, réalisent que l'ennemi n'est pas invincible. Mais alors que le combattant aux longs cheveux gras s'élance pour achever sa cible, il subit l'assaut coordonné de 3 autruches en pleine forme qui le mettent au sol et s'acharnent sur lui. « Pitié !» hurle-t-il alors, 2 syllabes qui résonnent avec une dérangeante clarté dans la nuit agitée du désert. La violence dilate le temps. Les oiseaux sont arrivés depuis moins de 2 minutes et tous les humains sont déjà défaits. Marouana agonise toujours au sol quand une autruche, plus imposante que ses congénères, vient lui pincer le bas du dos et les fesses de son bec pour la remettre debout, la forcer à marcher vers l'endroit où les vaincus sont regroupés par les oiseaux qui les encerclent. Fuir n'est pas une option. Ceux qui s'y sont risqués
ont eu droit à une nouvelle rafale de coups et de morsures. Jean-Édouard abaisse les jumelles et il fait de nouveau face à la nuit, plus sombre encore qu'avant, par contraste avec la scène éclairée qu'il vient de contempler, impuissant, dans les jumelles de Valérie. Il se sent responsable de chaque coup reçu par ses troupes, comme s'il avait lui-même commandé l'envoi d'un bataillon d'autruches. Une fois ses yeux de nouveau habitués à l'obscurité, il obtient la confirmation inutile que ce n'était pas un rêve. Un amas de silhouettes humaines, encerclé par des boules noires et émaillées de taches blanches, repose sur un océan de sable, au pied d'immenses sapins électriques. Un essaim de lumière blanche apparaît en périphérie de la plaine. Elle fonce vers l'unité d'habitation en vol rectiligne. Jean-Édouard reprend les jumelles, découvre que ce sont en réalité des pick-up Toyota montés sur chenilles, des véhicules siglés Neom. Le temps est compté, il se lance dans la descente, tombe et glisse sur plusieurs mètres pour rejoindre Valérie. Son contact ne tourne même pas la tête, il tend simplement une main ouverte pour récupérer ses jumelles. Une fois ces dernières de nouveau rivées à son tour de cou, il glisse cette même main à l'intérieur de sa veste et en tire la récompense de Jean-Édouard, une carte d'accès transparente. « Vous avez pu me mettre à l'organisation d'événements ?» bégaye le Français. « Cuisine, maintenance technique », répond froidement Valérie. Jean-Édouard, pris de panique, cherche à évaluer s'il risque quelque chose à protester. Comme il a sa carte en main, il ose. « J'avais demandé les événements. Je suis pas technicien. »« Tu veux me rendre la carte ?» propose Valérie qui tourne enfin le regard, la lumière bleue sur sa tempe éclairant son sourire carnassier. Jean-Édouard fait non de la tête. Mais avant que l'homme au serre-tête le quitte pour se rendre auprès des prisonniers, il ne peut s'empêcher de lui poser une dernière question. « Les autruches, elles sont vraies ou c'est des robots ?» Valérie ricane de la stupidité de la question, cherchant à dissiper sa gêne. Il a placé ce Jean-Édouard à un poste technique et l'autre n'y connaît décidément rien. Il déplore d'être celui qui, en tant qu'opérateur de terrain des renseignements, doit tenir de temps à autre les promesses faites aux indiques. Mais c'est l'espoir d'une récompense qui pousse ces minables à collaborer. Ce genre de cadeau immérité, distribué stratégiquement, permet d'entretenir le rêve, d'attirer de nouveaux clients. « Tu veux les caresser pour voir ?» propose-t-il à Jean-Édouard, qui lève les mains à hauteur de ses épaules, en signe de capitulation. Sur le trajet jusqu'au groupe de prisonniers, Valérie ne reçoit aucun signal d'alerte. Il garde pourtant le serre-tête sur son crâne. Commander aux oiseaux procure la même sensation que de décider de bouger un bras pour être témoin de ce bras qui bouge après un délai d'1 ou 2 secondes. En l'absence d'ordre, les autruches donnent une volée de coups de bec à la cible la plus proche avant de passer à la suivante. Programmés pour viser des zones incapacitantes mais non létales, il leur faut un général, un chef d'orchestre pour les coordonner, transmettre en ondes cérébrales les ordres de manœuvre vers les puces implantées dans leur petit cerveau nerveux d'oiseaux terrestres. Le serre-tête, appelé émetteur tactique, est la clé de voûte du dispositif. Son utilisation conduit à une déshydratation rapide. Valérie ne porte pas l'appareil depuis 5 minutes qu'il sent déjà sa bouche sèche, ses articulations engourdies. Les hommes de la sécurité menottent les captifs avec des tiges autobloquantes en plastique, avant même de les fouiller pour voir si ces derniers cachent sur eux d'autres armes que celles qu'ils ont été contraints de déposer au pied d'un agent. Ce dernier, à l'écart, inspecte le fruit de la perquisition dans le faisceau vacillant d'une lampe torche. Au pied de la fine colonne lumineuse apparaissent des chaînes, des bâtons, des fouets, des couteaux également. Il y a un bowie dont la lame fait plus de 20 cm de long. Valérie jette un bref coup d'œil en passant à côté du tas. De la quincaillerie, rien qui mérite de se compromettre aux yeux des idiots de la sécurité. Pour un point américain en palladium ou des cordelettes japonaises, il aurait pu faire l'effort de se baisser. Une fois menottés et fouillés, les suspects sont chargés dans les bennes à l'arrière des pick-up, équipés de projecteurs sur leurs barres de toit qui éclairent la scène. À côté de ces derniers, d'autres employés déposent des bassines en tôle émaillée et déchargent des fûts en plastique sombre, imitation bois, qui contiennent de la tequila. Les autruches, couchées dans le sable mais toujours attentives, le cou bien droit, surveillent la manœuvre. Valérie coupe enfin son émetteur, le replie pour le remettre dans la poche intérieure de sa veste. Il se dirige vers les pick-up dans l'espoir d'y trouver une bouteille d'eau, ne se donnant même pas la peine de détailler les prisonniers. Du bétail ordinaire, d'anciennes gloires éphémères, vexés de n'avoir pas reçu leur invitation pour le nouveau monde connecté. « Au briefing, t'as parlé de 30 personnes. Ils sont 21, on a compté 2 fois. Je veux parler à ta source. »
L'attaque provient de Sergio, le responsable du service sécurité. Sergio est victime du syndrome des dorsaux imaginaires. Il se tient en permanence comme s'il portait un poids de 30 kilos au bout de chaque bras. En réalité, il est simplement gros avec des épaules étroites et un cul bombé. Les cheveux éparses de Sergio tirés en queue de cheval, ses cicatrices d'acné, ses yeux globuleux et ses grosses lèvres semblables à des limaces superposées le feraient paraître ridicule, donc inoffensive, aux yeux de beaucoup, mais Valérie ne s'y trompe pas. La laideur et l'insignifiance sont des camouflages redoutables pour les ambitieux. Et Sergio est un ambitieux. Valérie l'ignore et reprend sa marche, demande au premier agent qu'il croise où il peut trouver une bouteille d'eau. L'homme hausse les épaules, navré de ne pouvoir apporter de réponse à un officiel. « Ta source, l'Ukrainien !»« Il est là, tout près. Mais si je me souviens bien, ton job... » Valérie se retourne enfin vers son interlocuteur, laissant sa phrase en suspens pour davantage d'effets dramatiques. Sergio est en tenue d'intervention de type police, avec ses insignes qui ressemblent à des pins souvenirs, comme on en achète aux gamins après une visite à l'aquarium. Ton job, c'est la sécurité en périphérie. Si tu discutes avec ma source, je serai obligé de faire remonter l'info. Et pourquoi ça? On est en périphérie, l'Ukrainien, rétorque Sergio. Oui, mais ma source vient de recevoir sa carte. Dit autrement, ça te concerne plus. La nouvelle terrasse Sergio, qui n'arrive pas à masquer sa colère et montre les dents. Les membres du groupe de sécurité ne font pas, au sens légal, partie de Neom. Ils bénéficient certes de passes individuelles qui leur donnent accès à 15% des modules de la ville, d'un salaire en dirhams lithium versé bimensuellement, ainsi que d'une couverture santé qui prend à peu près tout en compte, sauf la chirurgie esthétique. Leur unité d'habitation, attenante à la ville, est juridiquement distincte de cette dernière. Valérie, acceptant qu'il ne trouvera pas d'eau, revient sur ses pas. Sa moto est garée derrière la dune où il a retrouvé Jean-Édouard. Sergio, qui ne peut plus nuire que par de la procédure, gonfle ses poumons pour crier une nouvelle ineptie, mais Valérie le coupe avant qu'il démarre. 21, j'ai entendu. Je mettrai ce chiffre dans mon rapport.